Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage principalement mes créations en tricot. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. Le podcast le plus mal éclairé de tout YouTube, c'est une marque de fabrique. On va assumer jusqu'au bout. J'ai un petit épisode pour vous avec 3 choses à vous présenter. Un châle en dentelle à un écheveau, le résultat est résumé d'un projet personnel terminé qui est le pull que je porte, et je voudrais vous montrer aussi un nouvel en cours de châle. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Vous pouvez trouver les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que j'ai mentionnés, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons de tricot et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail en général et avoir accès aux coulisses et à du contenu spécial. Voilà, donc tout d'abord, j'ai un nouveau modèle à vous présenter qui est un tricot que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux il y a longtemps, puisque c'est un modèle que j'ai tricoté cet été. Il s'agit du châle Kilisma, qui est né en fait du fait que j'avais prévu un projet pendant mes vacances cet été, et enfin l'été dernier, et le projet était un châle, le châle Zelkova. J'avais prévu 3 écheveaux, finalement je n'en ai utilisé que 2 pour ce modèle, et du coup il me restait un écheveau et une semaine sans rien à tricoter, et du coup je me suis dit ce serait l'occasion de faire un châle qui se tricote avec un écheveau de fil fingering. Donc il est prévu pour rentrer dans 400 mètres de fil. Donc quand je dis un écheveau de fingering, c'est 400 mètres au minimum. Ceux qui sont à 366 mètres, vous pourrez le faire, puisqu'en fait le principe c'est que à partir de ce moment-là, vous pouvez vous arrêter n'importe où en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez l'allonger si vous voulez faire un châle avec plus de métrage, avec 2 chevaux, etc. Ou le raccourcir si jamais vous avez que 366 mètres. Mais à moins que vous tricotiez très lâche et que ce soit un fil qui s'étende beaucoup, je vous conseille quand même de prévoir 400 mètres afin d'avoir une longueur suffisante. Donc c'est un châle. Je vous montrerai l'envers, je crois. Non, je ne sais pas. Bah du coup, je vous montre l'envers. Voilà. Qui est relativement plat sur cette dentelle. Mais c'est un châle en triangle asymétrique qui se commence par la pointe que vous avez ici, avec une bordure en I-cord et point mousse d'un côté, et cette bordure ici en point mousse qui augmente, et qui augmente lentement. C'est une forme qui est allongée puisqu'on n'augmente qu'une fois tous les 4 rangs, ce qui fait qu'on a un châle qui est assez fin, mais qui a quand même une envergure confortable, malgré le fait qu'on n'utilise qu'un écheveau. Voilà. Et donc au niveau de la dentelle, c'est une dentelle qui n'est pas particulièrement compliquée, mais qui demande d'être à l'aise avec la lecture des diagrammes, puisque le patron est uniquement en diagramme. Vous avez plusieurs diagrammes qui représentent la totalité du châle. C'est-à-dire que vous n'avez pas à composer vous-même les choses, vous pouvez suivre un diagramme, puis passer au suivant, vous avez tout dans les diagrammes, donc voilà. Mais il faut être à l'aise avec la lecture de diagrammes. Et vous avez quelques rangs ici, sur ce motif ici, où vous avez de la dentelle à tricoter sur l'envers, c'est-à-dire que vous devez faire des jetés et des diminutions sur l'envers ici. Ça reste assez simple puisque c'est intuitif, en fait vous voyez, vous faites des lignes comme ça, et c'est que sur cette portion. Donc ça peut être une bonne idée si vous avez déjà fait une fois de la dentelle et que vous avez envie un petit peu de progresser et de vous familiariser avec les dentelles plus compliquées. C'est, disons, un avant-goût des dentelles qui vous demanderaient plus de concentration, parce que là vous avez le fait de devoir faire sur l'envers, mais de manière assez instinctive, puisque vous voyez le jeté, vous vous dites bah mon prochain jeté il doit être après ce jeté. Voilà. Le reste est assez simple. Ici vous avez des diminutions centrales
Vous avez une petite torsade qui zigzague, qui est très simple, et des noppes que vous pouvez enlever. Alors, il me semble qu'une de mes testeuses n'a pas fait les noppes. Donc vous pourrez vous référer à son projet si vous voulez voir ce que ça donne. Mais c'est les noppes que je fais habituellement, qui sont des noppes que je fais d'un seul coup. En fait, c'est une méthode à la base qui se fait au crochet. C'est une méthode de noppes japonaise qui se fait au crochet. Sauf que quand moi j'ai appris cette méthode, je voyais pas l'intérêt de forcément utiliser un crochet puisqu'elle peut se faire aux aiguilles. Et vous avez dans le patron un tutoriel vidéo qui vous montre comment les faire. C'est relativement simple et ça évite de tourner le tricot, etc. comme ça doit parfois être fait pour des noppes. Mais voilà, donc on a ce panneau de dentelle qui grandit, jusqu'à un moment où on commence à incorporer un tout petit peu du point mousse. Et donc le châle devient en fait un châle avec un corps en point mousse qui augmente, et cette bordure avec les 3 répétitions de dentelle. Et donc vous tricotez jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de laine. Le patron vous indique jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près tant de fils pour pouvoir rabattre. Et on fait un rabat. Moi j'ai fait un rabat élastique simple par économie de laine. Je voulais pas faire un rabat en I-cord. Donc j'ai fait un rabat élastique qui est aussi avec des instructions qui sont aussi liées dans le patron. Et voilà. Voilà. Et donc, si je vous le montre porté, les petits châles comme ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un nœud. Alors je suis pas obligée, hein, parce que alors si je le mets correctement, voilà, il est suffisamment long pour tenir tout seul, mais moi j'aime bien attraper les 2 petits bouts et faire un nœud qu'on peut caler sous la plus large partie ici. Et comme ça fait qu'il tient bien en place. Et vous pouvez mettre la partie triangle soit devant, soit, si ça fait pas trop bavard pour vous, soit sur le côté comme ça. Et du coup, ça fait qu'il reste quand même bien autour du cou. Mais c'est un châle léger, c'est un châle plutôt printanier. Et voilà. Donc ça, c'est si vous faites une petite version comme moi. Mais encore une fois, vous pouvez l'allonger. Mais voilà, j'avais envie de proposer j'ai déjà un châle qui se tricote avec juste un écheveau de fingering, qui est le châle Riala, mais qui est une forme en demi-lune aussi allongée. En fait, quand on fait des châles comme ça avec... Où va ma voix? Quand on fait des châles comme ça avec un seul écheveau, pour moi c'est assez important de modifier légèrement la forme. Alors c'est rien de révolutionnaire, hein, je n'invente rien, mais... typiquement là vous voyez le fait que les augmentations soient tous les 4 rangs au lieu de tous les 2 rangs, bah ça allonge la chose. Et le châle Riala que j'avais sorti en collaboration pour les chevaux solidaires il y a 3 ans, a cette forme en demi-lune, pareil, plus allongée sur les côtés, avec une petite bordure en dentelle. Et j'avais envie de faire une autre forme et surtout de proposer quelque chose qui est quand même un motif intéressant et qui montre qu'on puisse faire des motifs même en utilisant juste 400 mètres de fingering, même si on fait des noppes qui consomment quand même un petit peu de laine et c'est quand même possible. Donc voilà. Le fil que j'ai utilisé, donc c'est le même que pour mon châle Zalkova, donc il s'agit de la John Arbonne Textiles. Donc John Arbonne, c'est une filature et une marque de laine au Royaume-Uni qui a une très très belle gamme de laine très différente, beaucoup de choses avec des races de moutons spécifiques aux îles britanniques et surtout des races qui sont un petit peu plus primitives, certaines qui sont en danger, etc. Là, il s'agit de leur gamme de base, qui est la Knit by Numbers, qui est un Falkland, si je me trompe pas, Merino, qui est très très douce, qui est ultra polyvalent. Vous voyez, moi j'aime beaucoup son résultat en dentelle. C'est un petit peu flou. Est-ce que je vous montre encore l'envers? C'est ça le problème, on ne sait jamais. Non. Qui est un petit peu flou, mais qui a quand même une jolie définition. Vous voyez, le châle a été bloqué il y a 6 mois, hein, donc voilà. Qui a une jolie définition quand même.
qui est très douce, moi je trouve. Ils ont une palette de couleurs qui est superbe en fait. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Le principe, c'est qu'ils ont une gamme de couleurs, donc knit by numbers, tricoté par numéro. En fait, chaque couleur a un numéro attribué, disons gris, rouge, jaune, vert, bleu, etc. Et en fait, à chaque fois, ce numéro varie en fonction de l'intensité de la couleur. Donc vous allez passer d'un dégradé, en fait, vous allez avoir plein de nuances différentes, et chacune de ces nuances va être plus ou moins saturée. Ce qui fait que vous avez un panel énorme de couleurs différentes. Et moi, c'est un fil que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien pour le jacquard également, et que je trouve très chouette en châle parce que c'est tout doux. Mais ça fonctionnera avec n'importe quel fil fingering. Honnêtement, il y a même quelques testeuses qui l'ont fait dans des fils variés ou à speckles. Donc si vous voulez vous donner une idée de ce que ça peut rendre sur un fil avec des variations, n'hésitez pas à regarder ça. Je conseille plutôt des speckles que des variations, parce qu'en fait, comme on commence avec très peu de mailles, puis on avance doucement. Si vous avez un écheveau varié, vous allez vous retrouver avec quelque chose où vous allez avoir beaucoup de changements, plutôt beaucoup de sections d'une de vos couleurs, et puis petit à petit ça va commencer à faire des mini rayures et puis après s'étendre, et du coup vous allez avoir deux parties du châle qui vont être très différentes. Ça peut être sympa hein, si c'est volontaire. Si vous utilisez un dégradé, ça peut être chouette. Mais si vous voulez plutôt quelque chose d'uniforme et de diffus, privilégiez les speckles ou les coloris unis, évidemment. Voilà pour Kilisma, qui je l'espère vous plaira. Je sais que je vous l'avais montré il y a très longtemps sur Instagram et que des gens se demandaient qu'est-ce qu'elle en a fait de ce châle, est-ce qu'elle l'a mangé? Eh bien non, il est là et il est disponible sur Ravelry avec une petite réduction pour sa sortie, donc c'est moins 15% avec le code Kili, juste Kili, on va faire simple pour une fois, et voilà. Et également disponible sur Payhip si vous n'avez pas accès à Ravelry. Mais voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Je vais le donner à ma mère qui me vole tous mes tricots, hein, voilà. Mais elle en a besoin. Vu qu'elle est frileuse, et là avec le printemps, du coup avoir un châle un petit peu plus léger, ça sera chouette. Je vous montre quand on passe de la dentelle au point mousse ici. Hein. Voilà. Je pense avoir tout dit, donc c'est tout pour le petit instant promo. Et je vais passer au pull que je porte, qui est un projet personnel que j'ai terminé, dont je vous ai pas mal parlé régulièrement au cours du tricot, mais ça y est, il est fini. Mon pull Saven, donc qui est un modèle de Megan Babin, qui est une créatrice canadienne, soit canadienne, soit américaine, et qui est un gros pull tout en torsade. Je vais me lever. Voilà. Et voilà, je suis très contente. Donc si vous avez suivi mes aventures, j'avais des petites frayeurs au niveau de la taille, puisque donc c'est un gros pull à torsade. Les torsades, ça se bloque d'une certaine façon. J'avais fait un petit test d'échantillon parce que j'utilisais une laine que je ne connaissais pas, une nouvelle laine. C'est la laine Merino d'Arles de Katia qui m'a été offerte par la marque pour que je la teste. Ils m'ont pas spécialement demandé, ils m'ont demandé si je voulais de la laine. J'ai hésité parce que j'étais gênée, et puis finalement j'ai dit oui, et donc j'en ai fait ce pull, et c'est un Merino d'Arles, c'est un pur Merino d'Arles avec une épaisseur DK worsted, donc une épaisseur d'épaisseur moyenne, et qui est super wash. Et les fils super wash ont tendance à un peu plus s'étaler au blocage, à des degrés variés. En fait, ça dépend un peu du fil, ça dépend aussi de la façon dont il est retordu, si c'est quelque chose qui est très rebondi, etc. Et du coup, comme c'est un fil que je ne connaissais pas, que je n'avais pas tricoté avant, j'avais pas vraiment une appréciation de à quel point ça allait se détendre. Et ça, plus le fait que je tricotais un pull à torsade,
C'était un peu une combinaison qui m'a amené quelques frayeurs, puisque j'avais peur que mon petit test d'échantillon ne soit pas représentatif de ce que j'aurais sur le pull réel fini. Voilà, quand on fait des essais comme ça avec des nouvelles laines, alors ça m'arrive de moins en moins parce que surtout parce que j'utilise des fils que je connais, hein, mais voilà, il y a toujours, moi j'ai toujours ce moment de j'ai peut-être fait une bêtise, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Parfois contre toute logique, hein, c'est des fois, je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça, que quand on s'auto-crée des doutes irrationnels. Là, le fait est que finalement, j'ai la taille que j'avais prévu d'avoir. Donc il n'y a pas de souci. Le fil s'est détendu, mais pas du tout de manière excessive. Comparé à d'autres fils Superwash, le fait que ce soit un pull assez lourd, en torsade, je m'attendais à ce que ça finisse par se détendre beaucoup plus. Finalement, non. Donc je suis assez contente sur ce point-là. Au blocage, pour moi, la laine, elle est pas... comment dire, elle est pas décevante, comment dire, il n'y a pas de mauvaise surprise, je vais y arriver. et voilà, donc c'est un pull. Donc par rapport à la laine, moi j'en suis très contente. J'ai utilisé moins de pelote que ce que je pensais. C'est un pull qui se tricote avec... on demande quand même beaucoup de laine parce que c'est un gros pull à torsade. Les torsades, ça mange du fil. Comme c'est de la laine épaisse en plus, bah, ça revient plus cher. Finalement, j'ai utilisé un peu plus de 11 pelotes. Ou l'inverse, un peu plus de 10 et 11 pelotes. La première fois que je vous en avais parlé, je vous avais dit que si j'avais payé la laine, ce serait revenu à 96 €. Du coup, vu qu'il me reste pas mal de pelotes, finalement, ce serait un pull qui me serait revenu à 76 € dans cette laine pour une taille 3. Voilà, sachant que j'ai pas spécialement... J'ai un tout petit peu raccourci les manches et le corps, mais comme elle le suggère dans le patron pour la version femme, puisque c'est un modèle unisexe, hein, homme-femme, voilà, et juste elle suggère que si vous êtes petite ou si vous le faites pour une femme typiquement, on va préférer avoir des manches et un corps un peu plus court, mais pas de beaucoup hein, finalement, parce que avec le blocage j'ai un peu rattrapé. Donc voilà, donc j'ai utilisé 11 pelotes et voilà, donc pour un gros pull à torsade, c'est quand même assez chouette. J'ai été très contente en la tricotant, j'ai pas eu de défaut de trop de nœuds dans les pelotes, qui est quelque chose qui est normal hein, pour des fils industriels. C'est agaçant quand il y en a trop. J'ai peut-être eu de la chance ou peut-être que d'autres n'en ont pas eu, mais voilà, en 11 pelotes, je n'ai pas eu de nœuds à l'intérieur d'une pelote. Et voilà, donc très, très satisfaite du fait qu'elle ne se détende pas excessivement au blocage. Maintenant, je vais le porter, ce pull. Maintenant que je vais vous le montrer, il faudrait que je fasse des photos. Si je pouvais avoir de la lumière du jour, un jour, je vais faire des photos. Et ensuite, je vais le porter, je vais essayer de le porter. Il fait quand même froid hein, en ce moment encore. Et donc, je vous ferai un retour après l'avoir porté un petit peu pour voir si ça bouloche, voir comment la laine vieillit, parce que c'est quand même ça qui est important, surtout quand on fait un si gros projet, et que le coût n'est pas anodin, même en utilisant une laine qui n'est pas si chère que ça au final. Le fait de devoir en utiliser autant, bah c'est un peu le piège de quand vous achetez des trucs pas chers et vous en achetez 50. Voilà, finalement, le prix est pas si minime que ça. Mais voilà, donc pour l'instant, moi je suis très contente du fil. À voir sur la durée, je vous dirai. Par rapport au patron, donc je vais vous faire une espèce de petit récapitulatif sur le patron, etc. Parce que je sais que pas mal d'entre vous aimeraient le tricoter et voudraient avoir un retour un peu global. Maintenant que j'ai fini de m'inquiéter sur mon échantillon et la taille. C'est un pull qui se tricote à plat. Voilà, donc déjà ça. Déjà ça veut dire qu'il faut être assez à l'aise avec le fait de faire des coutures déjà simplement, mais aussi avec les notions d'échantillon, de bien choisir sa taille, etc. Parce que
vous n'allez pas vraiment pouvoir l'essayer en cours de route. On tricote le dos, le devant et les deux manches à plat et on les coud tous ensemble. Ce sont des manches mi-raglan, mi-marteau. Vous voyez. Donc les coutures sont droites, donc c'est des coutures simples. Voilà. On a une bordure en fait, vous avez une bordure en maille glissée et alors je crois que j'ai pas cousu au bon endroit moi, hein, puisque quand je regarde les photos des modèles, on voit toujours entre les mailles glissées une maille de point mousse. Personnellement, j'ai préféré prendre ma couture au plus simple et donc coudre entre la maille point mousse et la maille glissée. Ça fait que j'ai peut-être une couture un peu épaisse. Moi, ça me dérange pas. La sensation de couture, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout, c'est comme le stick, hein, en fait, le stick ça vous fait une surépaisseur, il y a des gens qui détestent ça, bah comme les coutures. Moi ça, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, vous avez une maille glissée, donc c'est assez simple à coudre. Au niveau des torsades elles-mêmes, c'est pas le point compliqué du modèle. Voilà. Souvent les gens, quand les gens voient un motif, ils pensent que le modèle est instantanément complexe. Non. Voilà, c'est... Alors oui, si vous êtes vraiment que à faire du jersey ou du point mousse, oui, c'est une étape un petit peu au-dessus, mais disons que la gamme de difficultés est tellement immense et variée ensuite que on en est loin. Voilà. Parfois, quand je vois que des gens trouvent que mes modèles sont complexes parce qu'il y a un motif dessus, il y a des choses qui vous feraient très très peur, je pense. Là, c'est aussi un peu le cas, c'est-à-dire que vous avez un peu deux sortes de torsades. Vous avez ces torsades-ci, celles qui sont sur les côtés et sur les manches, qui sont simples. Ce sont des torsades simples. Si vous avez déjà fait des torsades juste une fois, les torsades les plus basiques, je pense que vous n'aurez pas de souci à les faire. À partir du moment où vous comprenez le concept pour celle-ci de faire une torsade avec une maille au milieu, une maille centrale. C'est expliqué dans le patron. Le patron est uniquement en anglais, donc voilà. C'est expliqué dans le patron. Si vous savez faire des torsades, celle-ci, il n'y aura pas un problème. Et du coup, il vaut mieux commencer par tricoter une manche. Au bout de quelques répétitions, ce motif-ci, il est très facile à retenir. Voilà, puisque vous savez que vous faites un croisement. Sur celle-ci, vous faites un croisement tous les rangs en droit. Donc vous voyez où est-ce que ça doit aller pour refaire le motif. Donc voilà, c'est assez intuitif. Et ici aussi, pareil, en fait, c'est un croisement qui va un côté à gauche, un côté à droite, etc., etc. Donc une fois que vous avez fait une manche, a priori, ce motif-ci, il est pas mal intégré. Ce qui fait que quand vous êtes sur le corps, les panneaux sur les côtés, vous n'avez pas vraiment besoin de regarder les motifs, les diagrammes, et vous pouvez vous concentrer sur le panneau central, qui là est une plus grosse torsade, qui n'est pas vraiment mémorisable. En tout cas, moi, je l'ai pas mémorisé du tout. Voilà, ça fait 48 rangs. Vous avez des croisements qui sont très très jolis, hein, mais là, par exemple, vous voyez là, des choses comme ça. Et c'est pas hyper instinctif, hein, voilà. Même quand on l'a fait une fois, en fait, là, vous voyez, sur une pièce, je l'ai fait 3 fois. Et 3 fois et demi dans le dos. Donc, c'est pas vraiment possible à retenir. Vous avez des smokes au milieu, des mailles enroulées. Mais voilà, du coup, comme vous n'avez pas à regarder ces grilles-là, on se concentre sur celle-ci et ça se fait. C'est pas des croisements compliqués. C'est des torsades à 4 mailles, 6 mailles. Les torsades les plus complexes, c'est celle-ci en fait où il faut croiser 2 mailles et une maille au milieu en vert. Donc enfin voilà, c'est ça la plus compliquée entre guillemets. Celle-ci, voilà, on la suit. Ce qui, je pense, peut être une barrière pour ce modèle, c'est au niveau de... Alors la construction est très bien expliquée. Le patron est long parce que y a plein de variations possibles. Vous avez une partie avec qui est en V, en fait, si vous voulez faire le corps en V. Donc il y a toutes les explications pour ça.
Et ensuite, il y a toutes les explications pour ne pas faire faire un corps droit, ce que moi j'ai choisi de faire. Donc ça fait un patron qui est assez long, ça fait un patron où il faut se repérer, et il faut pas regarder la mauvaise page, mais voilà. Et il y a certains endroits où vous devez un petit peu vous dépatouiller. Parce que le patron, même si le patron vous explique tout, et en soi ce n'est pas compliqué, il y a certains endroits où les choses ne fonctionnent pas complètement en suivant les instructions à la lettre. Par exemple, donc vous devez diminuer pour les raglans. Voilà. Donc ça veut dire que quand vous êtes ici, au niveau du haut du corps et au niveau de la manche, vous devez faire deux choses en même temps, les torsades et les diminutions pour les raglans. Donc ça c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Il faut que vous soyez capable de vous faire une liste, un tableau avec X rangs. Le patron vous dit juste diminuer tous les 6 rangs X fois. Voilà, par exemple. Et donc il faut que vous soyez capable de vous organiser ça tout en suivant les torsades. Voilà. Moi ce que je fais, c'est que je fais un tableau, j'ouvre une page Excel, vive Excel, et je calcule le nombre de rangs total qu'on me dit. Si on me dit de faire la diminution tous les 6 rangs 4 fois de plus, et ben ça fait 24. Oula, compliqué, un designer tricot ici. Ça fait 24, et du coup je fais 24 lignes sur mes feuilles Excel, et tous les 6 rangs je mets une petite croix pour me dire ok, diminution, 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 et à chaque fois que je fais un rang, je descends d'une ligne. Voilà. C'est une manière que moi je trouve assez intuitive pour faire les deux choses en même temps. Vous pouvez aussi compter les rangs sur votre tricot si vous y arrivez. Je sais plus où j'en suis. Voilà, donc vous devez faire deux choses en même temps. Et donc ça c'est la première peut-être difficulté, et il y a certains moments où ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous arrivez par exemple ici sur le devant, si je suivais exactement le type de diminution, parce que ici à la fin on fait des diminutions de 2 mailles à la fois, donc 3 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers, ça dépend. Si je faisais ça, plus la diminution ici sur le col, parce qu'ici vous avez la diminution sur le col, et donc vous devez faire les torsades, les diminutions sur le raglan, les diminutions sur le col, mais comme je vous l'ai dit, normalement vous vous souvenez de ces torsades, en plus vous commencez à arrêter de les faire, et vous avez plus celle du milieu puisque vous l'avez rabattu. Si je faisais exactement toutes les diminutions qu'on me demandait de faire ici, en fait, je serais pas arrivée correctement au bout de mon raglan avec le bon nombre de mailles. Le patron voulait que je fasse toutes ces diminutions, 3 mailles ensemble ici, 2 mailles ensemble ici, selon un certain nombre de rangs, etc. Et qu'à la fin, je finisse avec 4 mailles. Si je faisais ça, ça ne marchait pas. J'aurais plus eu assez de mailles, certainement parce que j'avais un échantillon en rang qui était un peu plus serré, ce qui fait que j'ai dû rabattre mon col en ayant diminué beaucoup plus que ce qui aurait été prévu si j'avais eu le bon échantillon en rang du patron. À savoir que le seul échantillon en rang qui vous est donné, c'est en jersey en vert et pas en torsade, ce que je trouve un peu bizarre. Tellement bizarre en fait que j'ai vraiment lu plusieurs fois le passage et je me dis est-ce que je ne vois pas le truc? Je ne sais pas. Je comprends l'idée parce que de toute façon personne n'a jamais le même échantillon en rang, donc c'est pas dramatique. Mais dans mon cas, ça marchait pas parce que j'avais plus assez de mailles pour suivre ce que le patron m'indiquait de faire. Donc j'ai dû moi-même changer le type de diminution que je faisais et le ratio auquel la fréquence à laquelle je les faisais, pour quand même arriver à avoir juste 4 mailles, parce que je sais que l'objectif principal c'était d'avoir 4 mailles. Donc c'est un peu ça, en fait, la difficulté du patron, c'est qu'il faut que vous puissiez vous débrouiller quand les choses ne fonctionnent pas exactement en suivant à la lettre les instructions. Il faut que vous compreniez quel est l'objectif, quel est le truc important à avoir à la fin. Un autre exemple peut-être qui sera plus parlant, c'est sur l'épaule marteau, ici. Vous voyez là, en fait, sur le bout de la manche à la fin, j'avais que cette torsade centrale. Et si j'avais suivi les instructions à la lettre, à un moment, en fait, j'aurais cassé ma torsade. J'aurais dû diminuer ici, et ça m'aurait cassé ma torsade.
Donc j'ai pas suivi les instructions à la lettre parce que je me suis dit, ce que je veux, c'est avoir la torsade qui continue jusqu'au bout. Donc j'ai fait en sorte que ce soit le cas. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut faire de façon indépendante. Donc c'est rien de compliqué, c'est pas un défaut du patron, hein, parce que le patron vous explique ce qu'il faut faire. Et c'est sûr que quand on a vraiment l'habitude d'être pris par la main et que toutes les choses soient alignées parce que les choses soient plus simples à gérer pour de multiples tailles, ou soit que le designer a pris le temps de vraiment faire taille par taille. Quand on a cette habitude-là, peut-être que ça fait un peu bizarre, mais si vous avez l'habitude des patrons pas forcément modernes, ou des patrons qui sont faits avec d'autres... comment dire, pas a priori, mais d'autres prérequis, disons, en tête. Par exemple, quand vous lisez certains patrons scandinaves, certains patrons anglophones, on vous prend pas forcément toujours par la main jusqu'à ce point-là. Voilà, donc là, le patron est quand même, je trouve, assez poussé dans ses explications et dans sa clarté et dans l'exhaustivité de ses instructions. Mais il y a certains moments où il faut que vous soyez un petit peu indépendant et que vous soyez capable vous-même de construire un petit peu de comprendre la construction un pull. C'est rien de très très compliqué, mais je sais que certains aiment pas du tout ça, et c'est tout à fait compréhensible. Quand vous avez des instructions et que si vous les suivez à la lettre, ça ne marche pas, il y a des gens qui se frustrent là-dessus et où ça bloque, et c'est complètement normal. Donc là, voilà, si vous avez l'habitude, si vous avez fait plusieurs pulls, peut-être si vous comprenez un peu le concept de faire un pull à plat, etc., et aussi vous êtes suffisamment indépendant pour arranger vous-même en fonction de vos petites particularités, il y a vraiment pas de souci. C'est loin d'être compliqué, mais voilà, c'est pas un pull qui vous prend à 100% par la main. Petit conseil autre, au niveau du choix de taille, je vous conseille vraiment de choisir une taille qui vous donne les anses suffisantes, parce que l'emmanchure est prévue assez basse. Et alors la mienne, elle est... Mon aisselle se termine ici. Et la mienne, elle est pas aussi basse que ce qui est prévu dans le patron, parce qu'encore une fois, j'ai un échantillon rang qui est plus raccourci. Et dans le patron, c'est sensiblement la même hauteur d'emmanchure pour toutes les tailles. Ce qui fait que pour les grandes tailles, ça va, parce que alors les hauteurs d'emmanchure sont pas ne grandissent pas de manière proportionnelle à votre tour de poitrine, mais c'est un peu plus long plus le tour de poitrine est large. Du coup, pour les plus grandes tailles, ça fera pas vraiment une si grande différence, mais pour les tailles petites et moyennes, l'emmanchure est basse. Donc, c'est pas grave quand vous avez un pull avec de l'aisance, voilà, ça rajoute à l'aisance, etc. C'est hyper confortable. Mais si vous avez un pull qui n'a pas d'aisance sur le corps et sur les manches, avec une emmanchure basse, moi je trouve, peut-être qu'il y a des gens à qui ça va, mais moi le fait d'avoir un corps serré et l'emmanchure basse, c'est inconfortable, et en fait ça m'empêche, ça réduit ma mobilité, et on se sent engoncé, et tout en n'ayant pas la liberté d'avoir son bras, en fait. Et du coup, voilà. Faites pas une taille petite pour avoir moins d'aisance, parce que vous risquez d'avoir ce problème-là, d'avoir une emmanchure là, et le reste tout engoncé, et du coup c'est un peu bizarre, vous allez avoir des plis bizarres qui sont pas liés à l'aisance au niveau de l'emmanchure. Donc voilà. C'est modifiable, hein, si jamais vous êtes suffisamment à l'aise et que vous savez quelle hauteur d'emmanchure vous voulez. Vous pouvez rebidouiller les diminutions pour faire des diminutions plus fréquentes, pour raccourcir tout ça, si vous voulez. Si jamais vous voulez vraiment un pull plus ajusté, ou si vous aimez vraiment pas si vous voulez un pull ample mais avec une emmanchure plus basse, vous pouvez. Comme je vous le dis, le patron vous dit faites des diminutions tous les 6 rangs, vous changez. Voilà.
Mais faut faire, oh là, faire en sorte que ça se répercute sur les manches également. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Donc pour résumer, c'est pas un pull qui est compliqué, mais qui demande d'être un peu débrouillard. Voilà. Donc si vous avez besoin d'être pris par la main, bof. Si vous êtes un peu plus à l'aise et que vous avez peur des torsades, c'est pas les torsades le problème. Voilà. À mon humble avis. Le col est double. Le col est double et je vous déconseille de... quand on fait des cols doubles, parfois les instructions, et alors là c'est pas très clair dans mon patron, les instructions vous disent de replier le truc et avec vos aiguilles d'attraper et de rabattre en même temps. Ça, moi je trouve que ça fait quelque chose de très serré et à chaque fois que j'ai essayé ça n'a jamais marché. Donc moi ce que je fais c'est que je laisse les mailles sur mon aiguille, je coupe une longueur de fil et j'accroche avec une aiguille comme pour coudre en fait le col sur lui-même ici de manière plus souple. Voilà, je vais voir si ça tient parce que peut-être que ça va trop se détendre, mais d'une autre manière ça ne passait pas. Ma grosse tête ne passait pas. J'ai une petite tête en fait, hein, mais elle passait quand même pas. Voilà. C'est tout. Oui, j'ai pas cousu le bas. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant, voilà, même si j'avais suffisamment d'aisance au niveau des hanches, arrivé à la fin de ma couture ici, je me suis dit, bon, allez zut, autant laisser le bas des côtes ouvert. Et du coup, là, vous voyez la bordure dont je vous parlais, vous avez en fait là, point mousse et la maille glissée. Et quand on coud, c'est comme ça que tout est facilité. Mais voilà, faut que j'arrive à prendre des photos. Mais je sais pas beau en ce moment. Donc la luminosité est très mauvaise. Mais voilà, le pull Savon. Si j'oublie de vous faire un retour sur la laine dans quelques mois, demandez-moi. Voilà. Voilà. Je suis très contente de l'avoir fini. J'ai mon pull classique à torsade blanc crème. Et voilà, je suis contente. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pense que j'ai beaucoup parlé, que je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais si jamais j'ai oublié des choses évidentes, n'hésitez pas à me demander et j'essaierai de vous répondre. Voilà. Voilà pour ce projet fini, ce projet personnel fini, et je voulais vous montrer un nouvel en cours qui est un de mes modèles que vous avez vu peut-être passer sur Instagram et ou le petit vlog que j'ai fait, qui est un modèle de châle qui sera a priori un modèle qui sortira pour juin. Et alors, le sens, comme ça. Donc ça va être un petit peu compliqué à vous montrer puisqu'il y a beaucoup de mailles sur un câble qui n'est que de 80 cm. Mais donc ce sera un châle triangulaire. Aussi avec une forme allongée. Voilà, j'ai aussi choisi de faire plus d'augmentation ici sur les côtés. Quand on fait un châle triangulaire, on monte traditionnel, enfin il y a différentes manières. Un châle triangulaire de haut en bas, on monte ici et on fait des augmentations sur les côtés et au centre. J'ai choisi de faire 2 fois plus d'augmentation sur les côtés que sur le centre, ce qui fait que, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de mailles. Je crois que je suis à plus de 400 mailles déjà. Donc oui, ça va être un châle un peu long à faire. Hein. Voilà. Alors qu'il n'est pas super profond. Voilà, j'avais envie de faire une forme triangulaire un peu différente. Parce que souvent, moi, ça me dérange pas, les châles qui soient très profonds. Mais j'aime bien varier, j'aime bien avoir des formes différentes. Et je sais que souvent, les châles triangulaires, les gens trouvent qu'ils sont trop profonds, pas assez longs, etc. Donc là, je pallie à ça. Et par terre. Hop. Et le point que j'utilise,
Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'était mouillé. Le point que j'utilise, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un l'a appelé des côtes perlées, mais c'est ça des côtes perlées? Je pensais pas que c'était ça des côtes perlées. Mais peut-être. Parce que les terminologies et moi, c'est vraiment... c'est pas mon point fort. Il y a plusieurs manières d'avoir un point un peu comme ça qui, en fait, c'est comme des côtes, mais elles sont un peu cassées et vous avez des lignes comme ça qui ressortent en relief. Vous pouvez faire avec des mailles glissées, vous pouvez faire carrément en faisant du point de riz. Ici, il y a une manière aussi de faire en tricotant la maille en dessous. La façon que moi j'ai choisi de faire, en fait, c'est comme des côtes de 2. Sauf que elles sont décalées d'une maille sur l'autre. Donc ça fait, quand on regarde la grille, ça fait vraiment ça. Ce qui fait que on a une maille en droit qui est toujours en droit, une maille en vert qui est toujours en vert, et entre les deux de chaque côté, ça fait un coup une maille en droit, un coup une maille en vert, un coup une maille en droit, un coup une maille en vert. C'est réversible, parfaitement. Et ça fait que, pour moi, j'ai essayé les différentes manières. Pour moi, ça, c'était la manière la plus intuitive de le faire. Parce que c'est une grosse partie, c'est long à tricoter. J'avais envie d'un tricot un peu... méditatif, qui ne demande pas trop de réflexion à faire quand je lis ou quand je regarde un film ou une série. Je suis en train de sombrer dans les dramas coréens. Et du coup, faut vraiment que je regarde les sous-titres. Et du coup, il faut des trucs comme ça qui se tricotent facilement. Si vous avez des recommandations de dramas coréens, n'hésitez pas. Je fais en fait des côtes de 2. Et il faut juste que je fasse attention à ce que ça ne se superpose pas parfaitement. En fait, il faut toujours que cette maille en droit soit une maille en droit et maille en vert en vert. Et du coup, je le vois quand j'ai fait une bêtise parce que je vais casser ces lignes et ça va se superposer. Ça va vraiment faire des côtes de 2, en fait. Je fais 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, mais il faut pas que ça se superpose sur les 2 mailles en droit, 2 mailles en vert du rang précédent. Donc si je vois que ça commence à vraiment bien faire des côtes, et à casser mes lignes ici, je vois que j'ai fait une bêtise quelques mailles plus tard en fait, donc je peux vite revenir en arrière. C'est mon critère, c'est la manière que j'ai préférée pour ça, parce que vu qu'on est sur un truc qui est assez long à tricoter, des côtes, c'est simple, je voulais quand même que ce soit tout de suite visible si on a fait une bêtise, et pour moi c'était la manière la plus intuitive. Voilà, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai choisi de faire de l'intarsia, d'avoir chaque côté du triangle d'une couleur. Donc l'intarsia, ça consiste à faire des blocs de couleurs différentes en fait, ça se tricote à plat. On peut le faire en rond, mais il faut faire des rangs raccourcis, donc en fait on retricote à plat. Voilà. En fait, on tricote avec une couleur, hop, on change, on tricote avec l'autre couleur, on revient, et hop, on change, on revient. Et il faut qu'on croise les fils, parce que sinon ça fait 2 parties séparées. Pour attacher les 2 parties, en fait, on croise les fils ensemble. En fait, je prends mes 2 fils et je les croise ensemble en passant sur l'endroit du tricot. Moi, je préfère le faire qu'une fois. Il y a des gens qui veulent le faire sur l'endroit et sur l'envers. Faut voir ce qui vous donne pas un joint disgracieux. Mais voilà ce que ça donne. Donc le centre du châle est en point mousse, et à ce moment-là, on fait le changement de couleur. Ce sera évidemment optionnel. Plus je réfléchis à ce châle, plus je me dis qu'il serait vraiment très très joli en uni, aussi en monochrome. Donc quand je ferai l'appel au test, je demanderai si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour le faire en une seule couleur. Parce que, donc je vais faire ça. Je pense que je vais bientôt m'arrêter. Et ensuite, il va y avoir une bordure en dentelle. Voilà. Avec une 3e couleur qui sera celle-ci. Très jolie, dorée. Voilà. Je sais pas encore quel motif de dentelle. J'ai une petite idée. J'ai fait un motif de dentelle parce que j'ai passé 2 semaines à faire des propositions pour des magazines.
Et en fait, quand on fait des propositions pour des magazines, on doit tricoter un échantillon à photographier et à montrer au magazine. Et en fait, du coup, je fais plusieurs essais. J'essaie plusieurs motifs, je me dis, machin. Et du coup, disons que j'ai un motif final que je vais proposer au magazine, mais entre-temps, j'ai plusieurs évolutions de ce motif qui sont aussi très sympas. Et là, j'ai un motif en particulier avec lequel j'ai un peu joué pour ces propositions des magazines, qui me plaît pas mal et que je vais peut-être utiliser ici. Voilà. Même si on veut pas le faire en monochrome, on pourra le faire avec juste 2 couleurs, par exemple, si vous voulez pas faire de l'intersia, avoir cette première partie en une couleur, puis ensuite les sections de dentelle en couleurs contrastantes. Voilà, ce sera assez personnalisable. La laine que j'utilise. Il y a quelques temps, Déborah, la teinturière derrière les petites potions, je vous jure qu'elle ne me paie pas, hein, pour tout le temps parler de ces laines. Elle a fait quelques kits de 3 couleurs, etc., de 2-3 couleurs, dans sa base Linalka. Donc c'est une base alpaga, lin et soie en fingering. Et tu veux pas faire la mise au point, j'ai complètement craqué sur ce trio de couleurs en fait. Voilà, qu'elle avait montré, donc je lui avais demandé si elle pouvait m'en teindre un écheveau de chaque. Je ne sais plus si je l'ai acheté ou si elle me l'a envoyé parce que je lui avais dit que c'était pour un modèle. Je sais pas. En fait, avec les petites potions, c'est un peu le bazar. Nos comptes ne sont pas très nets. Mais j'ai complètement craqué sur ces couleurs. C'est Another Brick in the Wall, Nut Chino et Butterhead, que je trouve très très jolie. Et cette base, je trouve que c'est une des bases les plus agréables pour un châle que j'ai tricoté. En fait, l'alpaga, le lin et la soie, c'est pas un mélange voilà, auquel on penserait forcément. Ce sont 3 fibres qui ont beaucoup de drapés, c'est-à-dire que c'est des fibres un peu lourdes qui tombent. Et le fait de les mélanger, ça fait que certes, on a un joli drapé, mais avec le lin, vous avez cet effet un petit peu chiné avec les petites textures de lin qui sortent, vous voyez. Avec la soie, il y a cette petite brillance. Et on a quand même une très très belle définition, je trouve, de points qui me plaît beaucoup. Alors le fil est assez fin. Je le tricote avec des aiguilles 3 mm. J'ai pas mesuré mon échantillon encore. Mais moi je le tricote avec des aiguilles 3 mm, ce qui pour moi, pour un châle, est assez petit. Je fais ça quand j'utilise des fils qui ont vraiment un très très grand drapé. Et que je veux quand même que le châle ait une certaine tenue parce que j'utilise certaines textures. Et je veux quand même que ça s'étale pas trop. Et en plus là le fil est assez fin. Voilà, il est assez fin, il drape beaucoup, donc je le tricote de manière assez serrée. Je pense que avec d'autres types de fil fingering qui ne drapent pas autant, je ferai une petite note d'ajuster en fonction. Mais malgré le fait que je tricote si serré, c'est si moelleux, c'est vraiment très 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 agréable. J'étais très surprise une fois que j'avais trouvé la bonne densité et le bon motif. Je suis vraiment vraiment ravie. Ça a une très très jolie texture, c'est hyper moelleux, c'est léger. C'est pas trop lourd en fait, ça va pas vraiment s'étaler outre mesure. Et je trouve ça vraiment très 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 agréable, c'est doux. Et en même temps, c'est un côté naturel. Voilà, et je suis vraiment très très fan. Tout fait que tomber tout le temps, c'est insupportable. Voilà. Donc je suis très 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 fan du fil. Je le trouve vraiment très 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 toujours très sympa pour un châle.
Et j'ai hâte de le bloquer et de voir tout ça fini. Mais voilà, pour ce tricot en cours, qui sera un châle. Je pense que je vais m'arrêter là pour la partie, parce que comme je vous dis, j'ai déjà 400 mailles. En fait, là, on voit pas, mais le châle doit déjà être quand même bien long. Oh, je ne sais pas. Je sais pas parce qu'en même temps, j'ai quand même envie d'utiliser au maximum mes couleurs. Je réutiliserai ça un peu plus tard dans le châle, mais pas beaucoup. Donc, je sais pas. Mais j'ai pas non plus envie que ce soit interminable à tricoter. Mais voilà, je verrai. Ça dépendra de mon humeur quand je... En fait, c'est une petite répétition de 8 rangs. Et donc, du coup, à chaque fois que je finis une répétition, je me dis, bon, là c'est bon, je vais passer à la dentelle. Mais souvent, je suis embrigadée dans, dans un truc, c'est-à-dire que je suis en plein milieu d'un épisode ou en plein milieu d'un livre, et du coup, je me dis, non, c'est bon, je continue. Et du coup, j'ai fait ça une bonne dizaine de fois. Je me suis dit, bon, là j'arrête. Non, ok, je continue, et je fais que ajouter des répétitions. Parce que c'est assez méditatif et assez sympa à tricoter. Je vais le poser là. Voilà. À voir ce que ça deviendra avec cette dentelle. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve dans 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines, je pense. Voilà. À bientôt. Salut!